Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Content de vous retrouver après 2 mois d'absence dans le cadre de cette émission Sport Business Africa. Vous le saviez, confinement oblige dû au coronavirus naturellement. Nous étions obligés de fermer boutique. Nous ouvrons naturellement parce que certaines compétitions sportives sont en train de reprendre partout sur le continent et partout ailleurs également. Et donc nous avons décidé de vous reproposer ou de vous faire redécouvrir votre programme préféré qui traite de l'économie et du management du sport en Afrique et dans le monde. Et je reçois donc deux invités de marque sur ce plateau. Le premier, il est à ma gauche, c'est André Onana, il est ancien arbitre, voilà, j'y arrive, et manager sportif. Bonsoir André. Bonsoir Steve Gabin, bonsoir à tes téléspectateurs, merci de l'invitation. Après 2 mois d'absence, qu'est-ce que ça fait de revenir sur ce plateau? Ça fait du bien de reprendre malgré justement ce que le Covid nous impose. Maintenant, vous savez, il faut apprendre à vivre avec cette maladie. Alors on s'est dit, il faut sortir. Ça fait 2 mois de confinement, ça fait 2 mois de boulot sur place à la maison. Aujourd'hui, il faut sortir, reprendre des activités de fort belle manière. Alors un autre qui peut-être depuis ces 2 mois n'a pas mis les pieds chez le coiffeur, Franck Gisela Onguéné, il est le producteur exécutif de cette émission, mais il est également consultant et enseignant en marketing du sport. Franck Gisela Onguéné, bonsoir et merci d'être là. Salut Steve et salut à tous les téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve encore. C'est vrai que ça n'a pas été facile d'être loin de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Je dis auditeurs parce que nous sommes justement dans l'optique de pouvoir basculer ce programme en podcast audio et également en émission vidéo pour que cela puisse permettre à un grand nombre de personnes d'être au contact avec l'économie, la gouvernance du sport de manière globale. Et donc, ça fait plaisir de se retrouver. On espère que l'aventure va continuer dans les conditions les meilleures. Voilà, on l'espère effectivement, tout comme on espère pouvoir poursuivre cette émission avec les 3 sujets donc à l'ordre du jour. Naturellement, dans l'actu, on parlera du coronavirus et naturellement de l'avenir de l'économie du sport. Nous parlerons également du football avec bien évidemment la reprise des championnats de par le monde. Est-ce une bonne idée? On en débattra tout au long de cette émission et nous reviendrons pour terminer sur le focus MMA, l'Afrique au sommet grâce à Francis Ngannou, lutteur d'origine camerounaise. C'est parti donc pour cette émission et on se retrouve juste derrière ce jingle. Coronavirus, quel avenir pour l'économie du sport? On le sait très bien, les montants des transferts et les salaires des joueurs de par le monde dans le football naturellement font régulièrement la une des journaux, des montants mirobolants qui sont donc permis par les sommes astronomiques générées par les clubs de football. Mais avec la crise sanitaire actuelle donc due à la Covid-19, on se demanderait bien si ce modèle économique est-il encore aussi solide qu'il paraissait dans les années antérieures. Et sur quoi reposent concrètement désormais les recettes des clubs de football? Explication dans cet élément que nous sert notre confrère du journal Le Monde. Les clubs de football peuvent-ils faire faillite? Pour le savoir, commençons par regarder de quoi sont composées les recettes des clubs de football européens. 10% sont constitués par la billetterie, 30% correspondent au sponsoring et au marketing. En effet, certaines marques sont prêtes à payer cher pour être associées à un club. Par exemple, Groupama a versé entre 5 et 7 millions d'euros à l'OL pour que le Stade de Lyon soit renommé pour 3 ans Groupama Stadium. 60% correspondent aux droits de retransmission des matchs à la télévision. Ceux-ci ont considérablement augmenté. Il y a 30 ans, les droits de diffusion en France des matchs de Ligue 1 s'élevaient à 800 000 euros. Depuis 2016 et jusqu'en 2020, Canal+ et beIN Sport payent ce droit au total 748 millions d'euros par an. La Ligue de football professionnel reverse les droits perçus au club. 50% de la somme est répartie entre eux de manière égalitaire. Les 50% restants sont redistribués en fonction de leur performance sportive et de leur notoriété. Pourquoi ces recettes ont-elles autant augmenté?
D'abord, parce que les clubs sont obligés d'accroître leurs recettes pour pouvoir continuer à acheter des joueurs, notamment. En effet, depuis 2012, l'UEFA interdit aux clubs de dépenser plus que ce qu'ils ont gagné lors de la saison écoulée. C'est la règle du fair play financier. Ensuite, du fait de l'attractivité et de la mondialisation croissante du football. Les Chinois, comme les Indiens, en sont de plus en plus friands. La finale de la Coupe du Monde en Corée en 2002 a par exemple réuni 1,1 milliard de téléspectateurs. Enfin, cette attractivité suscite l'intérêt d'investisseurs étrangers qui gonflent artificiellement les recettes pour pouvoir dépenser sans compter. En effet, en achetant des grands clubs, ils ne cherchent pas forcément à gagner de l'argent, mais plutôt à valoriser l'image de leur nation et peser dans les relations internationales. On parle de soft power. Le PSG a ainsi été racheté par l'émir du Qatar et le Milan AC par des investisseurs chinois. Cependant, même si les recettes augmentent, la très grande dépendance des clubs aux droits télé rend ce modèle économique fragile. En effet, les chaînes de télévision pourraient se retrouver en difficulté financière car elles imposent des tarifs pouvant décourager les téléspectateurs. Ils sont de plus en plus nombreux à s'en détourner et à privilégier le streaming ou les retransmissions dans les bars. Privés de la majeure partie de leurs recettes, les clubs seraient donc incapables de faire face à leurs dépenses. De plus, les riches investisseurs peuvent également décider d'abandonner les clubs, comme cela est arrivé au club de Malaga, qui s'est effondré lorsque les Qataris l'ont délaissé. Voilà, merci donc à notre consoeur plutôt du journal Le Monde. Alors je vais rapidement aller avec la première question pour lancer justement ce sujet. Quelle pression est-ce que vous, Francis Languéné, vous faites de cette situation sanitaire, notamment sur l'avenir de l'économie du sport? Ouais, il faut dire que c'est quelque chose d'énorme pour le mentionner. La dernière fois que le football a totalement été à l'arrêt, nous sommes c'est les deux guerres, notamment la 14-19 et la 39-45, mais essentiellement le football n'a véritablement jamais connu un arrêt. Et il faut dire que le modèle même du football de manière globale, d'ailleurs il faut rappeler que cette semaine on célébrait l'anniversaire de la FIFA, qui a été créée le 21 mai 1904. Et il faut dire que justement lors de la création en 1904, qu'est-ce qui se passe? La FIFA d'emblée, ou du moins les pays qui créent, veulent d'emblée faire du football un sport de business, c'est-à-dire passer au professionnalisme. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, l'amateurisme était la pratique qui avait pignon sur rue, c'était le paradigme dominant. Et donc, lorsqu'un joueur était taxé de professionnel, il pouvait recevoir une sanction lourde venant du CIO. Donc, être professionnel, c'était un délit, par exemple. C'est-à-dire recevoir un salaire parce qu'on jouait au football était un délit. Et donc, il y a 8 pays européens qui ont décidé de se mettre ensemble pour créer une fédération qui devait justement permettre la professionnalisation et donc la rentabilité du sport. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Grande-Bretagne, par exemple, a refusé de faire partie de la création de la FIFA. C'est pour ça que on sait que le football a été créé par l'Angleterre, mais l'Angleterre ne joue véritablement aucun rôle majeur du côté de la FIFA parce que l'Angleterre ne fait pas partie des pays fondateurs de la FIFA. Et l'Angleterre, pendant longtemps, est restée dans l'amateurisme. Or, le football, très rapidement, on avait compris en 1896, déjà avec les Jeux Olympiques d'Athènes. Et en 1900, avec les Jeux Olympiques de Paris, doublés avec la grande exposition mondiale, on comprenait déjà que le football était essentiellement basé sur le business. Et donc, ce qui fait que même la crise de 1929, qui est arrivée bien sûr à l'entre-deux-guerres, n'a pas empêché le football de se développer. Et plus récemment, c'est-à-dire que la crise de 2008-2009, la crise des subprimes, n'a pas empêché au football d'évoluer. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est juste après cette crise que on passe la barre des 100 millions d'euros sur le marché des transferts, notamment avec Cristiano Ronaldo qui était déjà à 94 millions et Gareth Bale qui a franchi la barre des 100 millions. Et puis même Neymar en 2012 qui aurait été dans les 120 millions. Bon, on parlait de 85 millions. Voilà. Donc pour vous dire de manière globale que le football aujourd'hui subit quelque chose d'incroyable.
parce que nous, la génération born after computer, on n'a pas connu les 2 guerres mondiales, on n'a pas connu ces moments d'arrêt, et donc on voit quelque chose d'assez inédit. Et donc aujourd'hui, il faut dire que le football, rien qu'au niveau de son historicité, est déjà assez impacté. La FIFA que j'évoquais tout à l'heure est gravement impactée parce que elle vit essentiellement de ces compétitions. Pratiquement toutes les compétitions de la FIFA qui devaient avoir lieu en 2020 sont pratiquement annulées. C'est pareil pour la CAF, c'est pareil. Donc du coup, on se demande où est-ce qu'on est en train d'aller. Il faut dire que la situation est aussi grave quand même pour le mentionner. Alors André Onana, est-ce que vous qui êtes au cœur du football naturellement, vous avez aussi à travers le club que vous managez aujourd'hui, Ofta de Kribi au Cameroun, vous avez souffert naturellement de cette crise. Est-ce que vous pensez que le football peut-il économiquement se relever? Je suppose que vous avez perdu beaucoup d'argent. Il va se relever, ça c'est une certitude, vraiment il n'y a pas de doute, parce que il faut savoir ce que le football représente pour ces millions de jeunes qui aspirent à être footballeurs. Vous savez, la crise elle va passer, les clubs vont se restructurer parce que c'est de ça qu'il est question. Franck Gislain l'évoquait tout à l'heure. Quand il n'y a pas de compétition, quand il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de rentabilité. Donc, du coup, on se retrouve en train de dépenser parce que, vous voyez, un joueur, il est confiné. Il faut payer son salaire. Pourtant, le salaire est payé pour une activité précise. Alors, le virus nous impose un arrêt. Il faut, justement, à ce moment, s'occuper de ces athlètes. C'est pas de leur faute si on se retrouve là où on se retrouve, mais il faut les préserver, il faut les garder pour que après, parce que je reste convaincu, je suis en train, quand je vois la courbe des chiffres aujourd'hui, on se rend quand même compte que beaucoup de pays sont en train d'atteindre le pic et justement ça va baisser. D'ici d'ailleurs, on peut se réjouir de la reprise des championnats du côté de l'Allemagne. C'est un exemple fort révélateur. C'est un pays qui nous montre qu'écoutez, on va pouvoir vivre et développer l'industrie du sport avec ce virus. Donc, moi je dis que je suis confiant, je suis convaincu que nous allons nous relever, l'industrie du sport va se relever. Alors, sur le plan du continent africain, par exemple, on voit beaucoup l'institution phare d'Afrique, naturellement, la CAF, à la traîne. Les autres instances sont en train de bousculer pour rapidement occuper tous les calendriers. Pourtant, les compétitions africaines n'ont toujours pas de date. Le CHAN, on ne sait pas quand elle va se jouer. On est encore en train de tergiverser pour voir si on va repousser, ce qui va être fait d'ailleurs. La prochaine CAN prévue au Cameroun, on n'a pas de nouvelle date. Quelle place l'Afrique devra jouer naturellement dans cette bataille aujourd'hui? Alors c'est la grande question, c'est la grande question. Il faut dire qu'il y a quand même le comité directeur de la CAF qui s'est réuni cette semaine par vidéoconférence pour évoquer justement, pour tabler sur cette question. C'est assez difficile. Des indiscrétions, des sources internes font part du fait que des compétitions comme la compétition qui devait donc la plus grande compétition, la grande compétition qui devait se dérouler cette année 2020, le CHAN, pourrait être reporté au mois de septembre. Et donc la CAF est en train de réfléchir avec le comité d'organisation au Cameroun sur l'éventualité de la mise sur pied d'un protocole, au même titre que ce qui a été déployé du côté de l'Allemagne. Il faudra un protocole, combien de personnes, des portiques, s'il faut des portiques désinfectants, où est-ce qu'ils seront situés, s'il faut, quel est l'effectif, le nombre de personnes. En Allemagne, par exemple, on a 300 personnes par match. Est-ce qu'on peut appliquer également le même phénomène? L'avantage quand même avec les compétitions en phase finale, c'est que les joueurs peuvent être regroupés au même endroit et donc on peut contrôler entre guillemets, contrôler les joueurs, contrôler les entrées et les sorties des joueurs. Or, lorsqu'il s'agit du championnat, les joueurs peuvent aller en famille et donc peuvent prendre, c'est plus risqué de ce côté-là. Et si tous les joueurs sont testés, peut-être chaque 2 jours et qui sont réunis au même moment, il y a les méthodes de désinfection, il y a des portiques de désinfection. Oui, ça peut être repris. Je crois qu'en Algérie, qui est également un pays quand même qui est aujourd'hui l'un des pays les plus touchés du continent avec l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'Algérie a annoncé la reprise du championnat. Le Maroc également a tablé sur la reprise du championnat. De manière globale, en Afrique au sud du Sahara, soit on a peur, soit alors on veut faire réaliser des économies parce que soyons honnêtes quand même de le reconnaître. Les championnats en Afrique subsaharienne ne rapportent rien. C'est-à-dire qu'autant vos confrères du journal Le Monde évoquaient aujourd'hui les principales recettes, il faut dire que ce modèle est propre aux clubs occidentaux. Mais lorsque vous venez sur les clubs africains, très peu de clubs répondent à cela. Il n'y a pas de droit télé dans la majeure partie des pays africains. Peu sont ceux qui ont des stades qui leur appartiennent. Et même ceux qui ont des stades ne les remplissent pas. Je m'amusais
à écouter le président de la Fédération camerounaise de football l'autre jour qui disait en fait, je suis incapable d'organiser un match à huis clos. Je n'étais pas à côté de lui, je lui aurais dit tous vos matchs, monsieur le président, tous vos matchs sont à huis clos. En fait. Donc, parce que si vous ne savez pas comment on organise, si on n'arrive pas à faire 1500 euros de recettes dans un stade de 40 000 places, il y a problème. Oui, il y a un stade de 20 000 places qui a généré 6 000 francs. 6 000 francs, ça va chercher dans les $12 cette saison. Les $10 désormais. Oui, voilà, $10. C'est-à-dire que vous êtes sur un match, il s'agit du stade de Bafoussam, le stade de Kwekon de Bafoussam qui a 20 000 places. Je suis très proche du directeur de ce stade-là, M. Bristala. Il me disait, il n'arrive pas à comprendre. Un match, quand même, qui est avec un derby régional, vous avez $10 de rentrée. Voilà. Et donc, quand vous pensez que les $10, la mairie. À peine vous devez 5 places ou 6 places. Tout à fait. Vous devez verser à la mairie, vous devez verser à ceci, vous devez verser aux impôts. À la fin de la journée, le club, si vous avez $1, c'est une grosse cagnotte. Donc, vous comprenez qu'il y a un gros travail fondamental qui doit être fait. Et le Covid, la crise du Covid, ne va pas toucher les économies du sport en Afrique. Ça, les gens ont peur de le dire, en fait. Soyons honnêtes de le reconnaître. Peut-être à part la CAF qui vit essentiellement des droits télé, peut-être on reviendra dessus tout à l'heure. Je suis désolé, les championnats africains, ils vont pas perdre grand-chose. Ce ne sont pas des pertes colossales. Parce qu'à comparer, par exemple, en France, on a près de 600 millions d'euros qui vont aller comme ça dans l'eau. Soit près de 250 millions sur les droits télé que devait reverser encore Canal Plus et beIN Sport, et pratiquement 300 à 350 millions d'euros sur la billetterie. Donc, lorsque vous prenez à contrario des championnats en Afrique, on est très loin quand même, on a des années-lumière de là. Et donc, c'est l'occasion pour les économies du sport en Afrique de repenser véritablement leur business model et de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour bâtir véritablement nos économies. Elles ne seront pas vraiment grandement touchées, ces fédérations-là. Nous ne mentons pas d'ailleurs qu'elles vivent encore aujourd'hui sous la perfusion de la FIFA, de la CAF et même de certains gouvernements. Donc, je pense que pour l'instant, ça peut tenir, mais il faut véritablement s'asseoir et penser à un vrai modèle économique. Ouais. Est-ce que l'arrêt des championnats, parce qu'on a vu certains qui ont arrêté pour cause de coronavirus, je parle du Cameroun par exemple, est-ce qu'on ne perd pas plus gros en arrêtant de jouer qu'en continuant à jouer? Parce qu'aujourd'hui, les clubs, je parle sous le contrôle d'André qui est manager, continue de donner des salaires aux joueurs. D'où vient cet argent? Comment est-ce qu'on capitalise après? Ah oui, c'est une question vraiment compliquée parce que, vous savez, surtout que les partenaires publicitaires sont un peu réfractaires et vous demandent on peut arrêter, tout à fait. On va reprendre après Covid. Comment est-ce qu'on fait? Justement, j'étais en train de vous dire que je ne suis pas à la fédération parce que c'est la fédération qui a décidé de l'arrêt du championnat. Maintenant, je ne sais pas sous quel angle elle se situait au moment où elle a décidé d'arrêter les compétitions. Parce que, voilà, pour moi, je pense qu'on aurait pu terminer ce championnat. Ça a été pour moi une piètre décision que de décider d'arrêter précocement. C'était très tôt pour véritablement se prononcer. Et aujourd'hui... Après aussi, la CAF avait donné jusqu'au 5 mai pour se prononcer. Oui, donc, mais attendez, vous savez, diriger, c'est anticiper et l'UEFA l'a fait. L'UEFA a dit au club, écoutez, moi je crois que nous pouvons finir nos championnats. Et l'UEFA a tout fait de se réunir pendant que, justement, on était en plein dans le Covid, ou alors la Covid, si vous voulez. L'UEFA s'est réunie pour dire, écoutez, bon, voilà, moi je pense que nous pourrons terminer nos championnats. Maintenant, ceux qui ne veulent pas finir leur championnat doivent s'attendre à des représailles. Vous allez soit passer par le tour préliminaire de Champions League, vous aurez des sanctions pécuniaires si jamais vous ne terminez pas. Maintenant, vous qui estimez, ou alors les gouvernements qui estiment qu'ils ne veulent pas courir les risques, ont arrêté leur championnat, mais les clubs de ces pays savent déjà à quoi s'en tenir. Donc, chez nous, justement, on s'est assis, on s'est dit, okay, écoutez, ça nous permet, ou alors au Cameroun, on s'est dit, l'arrêt des championnats nous permet de régler beaucoup de problèmes. Vous savez, il faut le dire, hein, c'est pas un secret que la fédération est traînée un peu partout, au TAS, beaucoup d'acteurs, vraiment beaucoup d'acteurs arrivent à traîner la fédération au niveau du TAS, et c'est pas bon. Ça veut dire que là-bas, il y a un gros déficit managérial. Maintenant, la décision, nous, comme club, on l'accepte. On se dit que ce sera difficile parce que, voyez-vous, il faut entretenir les joueurs jusqu'à la prochaine saison qu'on annonce pour octobre.
Avec quoi est-ce qu'on va entretenir les joueurs? Vous n'avez pas de recette, complètement pas de recette. Quel est l'annonceur qui viendra mettre son argent dans une situation comme celle-ci? Alors vous êtes obligé d'aller puiser dans les économies, vous êtes obligé de vous endetter pour ne pas perdre le gros des joueurs que vous avez pu entretenir pendant toute une saison. Donc, moi, je dis simplement que pour revenir sur la CAF, Franck Ghislain l'indiquait tout à l'heure, dire que véritablement, les institutions ne valent que ce que valent les personnes qui les animent. Si aujourd'hui on est à la traîne en Afrique, pourtant on avait déjà une bonne longueur d'avance. Oui, sous l'autre président, il y avait vraiment des mesures fortes qui étaient prises, mais aujourd'hui on a le sentiment que la CAF, elle est en train de régresser. Vous avez d'abord vu qu'elle-même a choisi d'avoir la secrétaire générale de la FIFA comme, je ne sais pas, arbitre, parce qu'elle est venue dire qu'écoutez, vous êtes incompétents, nous allons faire un certain nombre de choses. Donc ça se démonte. Ça se démonte sur quoi? C'est que jusqu'ici, on n'a pas d'exactitude sur les compétitions africaines. Pourtant, d'autres confédérations, à l'instar de l'UEFA, vous disent, nous allons jouer la Champions League à telle période. Ça va se jouer. Donc, il n'y a pas cette anticipation. Malheureusement, je ne suis même pas convaincu que nous allons jouer le CHAN en septembre. Et c'est dommage. Qu'est-ce que moi je dis? Il faut, là où on a réussi, il faut aller copier. L'exemple de l'Allemagne aujourd'hui montre que nous pouvons le faire. Alors, si nous restons là, nous dormons, on attend de faire du copier-coller. Parce qu'en réalité, c'est ça. On se dit, OK, qu'est-ce que mon ami Franck Ghislain va décider? Dès qu'il décide, et comme c'est lui que je prends pour modèle, je m'accroche sur son exemple et puis après, je me retrouve très en difficulté. Ou alors, je mets les acteurs très en difficulté. Alors, Franck Ghislain Nguéné, quel sera l'avenir aujourd'hui de la valeur marchande de nombre de ces joueurs? Parce qu'on annonçait certains joueurs déjà, la valeur marchande parlait des centaines de millions d'euros à travers la planète. Aujourd'hui, que Corona est arrivé et que les championnats ont été arrêtés et ont heureusement repris et que les recettes ne sont plus à la hauteur des prévisions, comment est-ce que le mercato va-t-il se dérouler selon vous? Alors, c'est ça la grosse question. De manière globale, il faut dire quand même que oui, la valeur marchande des joueurs va baisser parce que justement les revenus des clubs vont également être revus à la baisse. Maintenant, après, je pense que tout dépend au niveau de l'UEFA. Je pense que si on lève le verrou du fair play financier, cela peut être facile quand même pour certains clubs de pouvoir s'endetter déjà, pour ceux qui peuvent le faire, ou alors de pouvoir attirer de nouveaux investisseurs. Je pense que le golf est déjà très 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 présent actuellement du côté de la France, du côté de l'Angleterre. C'est vrai qu'on annonce un achat de Newcastle par le fonds souverain saoudien. L'achat pour l'instant est bloqué par des associations de droits de l'homme, également par le Qatar qui se plaint justement du piratage des images de beIN Sport par une chaîne arabe qui s'appelle BRQ, qui est donc une chaîne qui a piraté les images, le signal. Et donc, il y a tous ces éléments-là. Actuellement, le Qatar est en train de peser de tout son poids. Il faut dire quand même que Nasser Al-Khelaifi est aujourd'hui l'une des premières personnalités de l'UEFA. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Il occupe des postes stratégiques au niveau de l'UEFA. Et en plus, il fait également partie de l'association, l'une des associations les plus puissantes au monde, notamment l'association des présidents de clubs du monde. Et à sa tête, le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Et quand même comme vice-président, il faut le marteler puisqu'on est en Afrique, un certain Moïse Katumbi qui est vice-président. Alors pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a cette pression, ce lobbying-là du Qatar qui pourrait... voilà. Maintenant, de manière globale, d'où viendront les investisseurs? Si jamais il faut que les investisseurs viennent forcément du Golfe. Honnêtement, ne nous mentons pas. Actuellement, les pays qui sont capables de financer véritablement, c'est-à-dire de renflouer. Parce qu'actuellement, le problème qui va se poser, si la valeur va diminuer, c'est plus, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler une déflation. Parce qu'il faut dire que jusque-là, on était vraiment dans l'inflation, c'est-à-dire qu'une augmentation du prix des joueurs. Et donc, c'est cette déflation-là pour empêcher la saignée, c'est essentiellement les pays du Golfe. Ou alors, les pays de l'Asie. Parce qu'il faut quand même, toute proportion, garder la Chine aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, la plus grande gagnante de cette guerre que nous menons contre le Covid ou le Covid-19. Et donc, la Chine, effectivement, peut également investir. D'ailleurs, la Chine a déjà acheté les droits télé
en France, pour la saison qui va débuter, notamment la saison 2020-2021, et justement à travers le groupe Mediapro. En Espagne aussi. Tout à fait, en Espagne et même en Italie, à travers le groupe Mediapro. Et le groupe Mediapro qui est un groupe essentiellement constitué des capitaux chinois. Donc pour que vous compreniez que les financements viendront soit d'Asie, soit du Golfe. Maintenant, pour que ces financements-là puissent rentrer, il faudrait déjà qu'on lève le verrou du fair play financier. Mais après, il faudrait également que les fédérations puissent être assez ouvertes à cela. Et pour l'instant, ce sera très difficile, croyez-moi, pour qu'on puisse en arriver là. Alors André, pour sortir, est-ce que finalement la crise du coronavirus n'aura pas été bénéfique pour ces managers de clubs qui se plaignaient déjà de la surenchère de certains joueurs? Ils estimaient que les clubs plaçaient leurs joueurs à une valeur très très élevée. Est-ce que les rééquilibrages qu'apporte aujourd'hui la crise du coronavirus ne sont pas avantageux peut-être pour les petits clubs qui pourront désormais aller titiller ou alors aller se placer très haut sur le marché et chercher des joueurs qui valent un peu gros, quoi? Non, petit club, c'est supposé... je dis les clubs de petits revenus. De petits revenus. Les petits revenus, les clubs de petits revenus ne peuvent pas aller chercher les joueurs d'un certain niveau. Parce que justement, il faut vous faire remarquer que le corona n'a pas touché seulement les grands clubs. Le corona a touché tout le monde. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire que même le petit club s'est retrouvé, son budget va diminuer. Je m'amusais à jeter un coup d'œil comme ça par hasard pour vous dire qu'avant le corona, Kylian Mbappé était à 220 millions d'euros en valeur marchande, en transfert marque. Vous aviez Sadio Mané et Mohamed Salah qui étaient à 150 millions d'euros. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est 180 pour Kylian Mbappé, 120 pour... c'est-à-dire que c'est comme ça partout. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde, même les petits joueurs, vous voyez un peu, moi j'ai un joueur, Nefti Bakou, en Azerbaïdjan, qui coûtait 500 000 euros. Actuellement, il est à 400 000 euros. Donc, même les petits joueurs subissent justement les affres de ce, voilà. Maintenant, ça va se rééquilibrer. C'est-à-dire que ce sont ceux qui sont prêts sur le plan du management qui vont s'en sortir parce qu'ils sont en train de travailler sur les stratégies à adopter pour sortir de cette crise fort. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Certains clubs pourront faire faillite, ce n'est pas exclu. Certains clubs. Parce que si vous ne pouvez plus payer les salaires de joueurs et que ces joueurs sont sollicités, ils vont aller voir ailleurs. Ouais. Franck Gisson le disait, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, quand on lève le verrou du fair play financier, lui, il est capable d'aller acheter n'importe quel joueur parce qu'il a les ressources qui sont même extra-sportives. On vous dit que c'est 8 boutiques à travers le monde. On vous dit que c'est... Donc, il y a assez de revenus qui permettent, même après la crise, de rebondir rapidement ou alors plus vite que les autres. Donc, voilà là où ça va se jouer. Je crois que, pour moi, véritablement, tout le monde s'est retrouvé en difficulté face au coronavirus, mais maintenant, il faut voir la capacité à pouvoir rebondir. Je crois que c'est là où va se faire la différence. Combien de clubs auront la capacité à pouvoir garder son effectif? Parce que c'est ça le gros. Si vous pouvez garder votre effectif et même le compléter en allant chercher des joueurs ailleurs, des joueurs de valeur, ça va vous permettre de rebondir rapidement. Pourquoi? Parce que les investisseurs vont aussi aller vers ceux qui vont rapidement se réorganiser. C'est du business. Donc, on ne va pas là où ça se passe mal. On va observer et on va se dire, ok, d'accord, parce qu'il y a des indicateurs. Quand vous allez sur Wisecout ou sur Instat, vous avez rapidement la valeur des équipes. On vous dit telle équipe a telle valeur. Encore, même désormais sur Transfermarkt, justement, il y a ces données. Donc, et Football Benchmark aussi. Justement, et ces grandes structures, ces multinationales ont des experts en la matière pour évaluer. Donc, ces experts vont faire une évaluation après l'avènement du Covid pour se dire, OK, nous, on va jeter notre dévolu sur tel par rapport à tel. Je crois que c'est là où ça va se jouer. Il y a aussi un élément pour ajouter à ce que disait tout à l'heure, rapidement, voilà, c'est de revoir rapidement aussi le business model. Il faudrait repenser, revenir aux bases du football, la formation. Parce que je pense que ceux qui vont s'en sortir, et quand je dis la formation, ce n'est pas forcément qu'on aura toujours les talents sur place, mais de travailler de telle sorte qu'aujourd'hui en Afrique, par exemple, on a une floraison de talents, de jeunes talents. Et je pense que
des bonnes politiques mises sur pied par des clubs européens à venir prendre ces talents-là ou à les former localement et les faire monter lorsqu'ils ont déjà atteint un certain niveau en termes de compréhension de l'ADN du jeu du club. Cela pourra, parce que autant je disais tout à l'heure que l'argent pourra venir du golf, autant je veux aussi nuancer parce qu'il faut dire quand même que le golf a également subi quand même un coup, notamment la baisse, la crise pétrolière, la crise pétrolière. Et attention, pour la première fois de l'histoire, on a entendu parler de la TVA du côté de l'Arabie Saoudite. Jamais les Arabes ne payaient la TVA. Cette TVA aujourd'hui est pratiquement à 25%, alors qu'il y a encore quelques mois, on parlait de 4 ou 5%. Donc du coup, la crise, elle touche tout le monde et tous les pays ont peur. Et des pays qui, à défaut du pétrole, vivaient du tourisme, et même le tourisme religieux, comme c'est le cas de l'Arabie Saoudite. Il faut rappeler qu'il n'y a pas eu de Hajj, ni le grand ni le petit Hajj. Et Dubaï, ça n'attire plus de grands nombres. Doha, ça n'attire plus grand monde parce qu'à cause de la fermeture des frontières. Donc, tout le monde est touché. Et donc, croiser les bras et se dire l'argent viendra forcément du golf, ce n'est pas une bonne stratégie. Je pense qu'il faudrait repenser le business model et surtout retravailler les fondamentaux, à savoir la formation. Naturellement, la formation, effectivement, pour arriver à la saison prochaine, comme vous avez abordé, il faut bien que les championnats reprennent. On en reparle juste après le jingle de la reprise des championnats. Vincent Chaudel, bonjour. Alors la reprise des différents championnats européens fait polémique car tous ne démarrent pas sur le même pied d'égalité. La situation du football européen par rapport au coronavirus est hétérogène, bien évidemment, parce que la situation des pays européens l'est tout autant. On n'a pas le même impact du virus dans les pays du Nord que dans les pays méditerranéens, par exemple. Et donc, on a deux Europes, en fait. L'Europe qui s'est arrêtée complètement. C'est le cas des Pays-Bas depuis le 22 avril. C'est le cas aussi de la Belgique qui a confirmé cette semaine politiquement son arrêt de la compétition. Et puis, le cas de la France, bien évidemment. Et puis, on a de l'autre côté tous les pays qui ont repris ou qui cherchent à reprendre, que ce soit l'Ukraine, la Russie, la Croatie, mais aussi et principalement l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre ou l'Allemagne. L'Allemagne a déjà repris l'entraînement depuis un petit moment. La reprise de la compétition, le football allemand a eu le feu vert donné par la chancelière Merkel. Donc on voit bien que le sport dépend des décisions politiques. Et on voit surtout qu'il y a les championnats européens qui sont télédépendants, avec des droits télé très importants, qui eux, coûte que coûte, essayent de reprendre. Et puis un autre football. À ce niveau-là, la France dénote un peu parce que elle a décidé de s'arrêter alors qu'elle est télédépendante et avec des droits télé très importants. Ça, c'est un point qui va être à surveiller parce que, oui, il y a ce sujet de reprendre coûte que coûte par rapport aux droits télé. Oui, il y a ce sujet de dépendance et l'UEFA en fait partie. L'UEFA veut finir ses compétitions parce qu'elle a des contrats très importants. Mais on voit aussi que ce coronavirus va avoir un autre impact majeur. C'est la reprise très probable dans tous ces pays de la compétition à huis clos. Or, cette compétition à huis clos va impacter aussi durement l'économie du football parce que rien que sur le championnat référent qui est la Première Ligue, les scénarios, il y a différents scénarios qui ont été établis et le scénario le plus noir, c'est-à-dire une saison 2020-2021 complètement sans public, coûterait au football anglais quelque chose comme 880 millions de livres. C'est-à-dire quasi 1 milliard. On voit bien donc que le coronavirus va imposer le sport à se réinventer d'une manière ou d'une autre. La partie du public est très importante pour la création de valeur, pour l'ambiance, mais j'ai bien peur que le football, le sport en général et le football en particulier doivent s'imaginer au moins pendant quelques temps sans public. Et qu'en est-il aujourd'hui pour le football africain ? Alors le coronavirus est un problème mondial et il n'y a aucune raison malheureusement pour que l'Afrique ne soit pas frappée de la même manière. On voit quand même une distinction entre l'Afrique noire et l'Afrique du Nord, par exemple. Le Niger a décidé, la fédération du Niger a décidé d'arrêter sa saison complètement et donc de statuer sur les lauréats et les candidats pour la prochaine Champions League africaine.
Et donc, elle s'est alignée sur l'Éthiopie, l'Angola, la Guinée, le Burkina Faso. On voit bien donc ce bloc de décision d'arrêter les compétitions définitivement, du moins les championnats, et de désigner les clubs candidats pour les compétitions internationales. En Afrique du Nord, on est sur une autre approche. L'exemple de l'Algérie qui a défini son plan de reprise et qui n'attend plus que le déconfinement qui se produira normalement le 14 mai et le feu vert du politique pour reprendre ses playoffs et finir donc cette compétition. Dans tous les cas, on a le même problème qu'en Europe, c'est-à-dire essayer de récupérer des droits télé et de l'exposition pour les partenaires. Ce sont deux sujets très importants, bien que mercantiles, parce que de toute façon, là aussi, l'Afrique ne fera pas exception. Le sport reprendra très probablement à huis clos, et donc le sport professionnel sera amputé de recettes billetterie. Merci donc à Vincent Chaudel pour ces éclaircies. Donc il était au micro de Karim Droner de notre média confrère Atlantique Radio. Et donc je le disais en début de semaine, les 20 premiers clubs de Première Ligue ont donc voté à l'unanimité la reprise des entraînements par petits groupes et en maintenant naturellement les mesures de distanciation sociale, une mesure qui va donc dans le sens d'une reprise de la saison interrompue depuis la crise sanitaire au mois de mars en raison de la survenue de la Covid-19. Cependant, la reprise des championnats inquiète certains acteurs et naturellement vous sur le plateau. Est-ce que c'est pas un gros risque aujourd'hui, André Onana, de penser à une reprise des championnats dans l'immédiat? Vous savez, parce que si on veut étudier effectivement l'évolution de la maladie, si on revoit par exemple la Chine ou la Corée, on a eu une résurgence de la maladie par rapport à un certain ralentissement au niveau des mesures barrières. Est-ce qu'avec le football, on a les joueurs qui se côtoient ou du moins qui se frottent tout au long d'une rencontre? S'il faille que les spectateurs reviennent dans les stades, ça va être compliqué quand même. En fait, j'ai rapidement envie de vous dire que dans la vie, il y a des risques qui valent la peine d'être courus. Et honnêtement, je pense que c'est un risque qui vaut la peine d'être couru. Moi, j'ai peut-être mal parce que quand je vois les 5 grands championnats, 4 repassent le terrain, seulement la Ligue 1 qui justement a décidé de... Vous comprenez qu'on a mesuré le risque, parce que le risque, il est mesurable. Et quand vous parlez de la distanciation, pour moi, honnêtement, il n'y a pas lieu d'avoir une distanciation sur un terrain de jeu. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est impossible. Je vais vous expliquer justement pourquoi. Parce qu'il ne suffit pas de dire que... Mais attendez, les joueurs sont contrôlés avant d'entrer sur l'aire de jeu. S'ils sont contrôlés négatifs, pourquoi est-ce qu'on va admettre une distanciation? Donc, voilà. Ils sont désinfectés aussi. Ils sont désinfectés. Il y a, à la mi-temps, quand ils vont... En fait, ils ne sont pas en contact avec des personnes supposées testées positives. Donc, c'est normal qu'on joue. Mais moi, je dis, c'est une question de dispositif. Qu'est-ce qui va se passer pour mettre en sécurité la vie des acteurs? C'est de ça qu'il est question. Les championnats qui ont décidé, quand vous voyez l'Italie qui décide de reprendre, oui, mais c'est parce que l'Italie se dit, ok, j'ai aujourd'hui les moyens d'éviter que les joueurs se retrouvent dans des situations compliquées. Donc, pour moi, c'est un gros risque, c'est vrai, mais c'est un risque qu'il faut prendre parce que il faut dire, et moi j'aime bien le dire, la Bundesliga, c'est 55 000 emplois directs. Alors, si vous décidez jusqu'en, je sais pas, novembre, décembre, de laisser les gens dans la précarité, dans le confinement, ils vont vivre comment? Vous allez me dire que rien ne vaut la vie, je suis d'accord, mais attendez, il faut vivre aussi avec le corona, c'est-à-dire qu'il faut aller travailler pour nourrir sa progéniture. Parce que si on ne meurt pas de corona, on mourra certainement d'autres choses. On mourra certainement d'autres choses. Donc, si vous voyez de grandes nations comme la Première Ligue, vous savez que c'est avec l'Espagne, pour moi, les deux meilleures ligues qui décident de repartir sur le terrain et de prendre des dispositions, nonobstant le risque d'avoir, par exemple, des contaminés ou des contaminations. Je crois que ça a été bien réfléchi et ça devrait se faire partout. C'est un bel exemple. Malheureusement, il y en a qui ont rapidement lâché du zeste et on se retrouve là où on se retrouve. Bon, c'était quand même facile pour l'Allemagne parce que le jour de la reprise de la Bundesliga, par exemple, on a déclaré que 19 nouveaux cas positifs de Covid-19 et juste 2 décès. Non, on peut dire quand même que
au-delà de tout, l'Allemagne avait quand même déjà presque combattu le virus. Il ne s'agit pas de ça. Il faut dire Par que contre, c'est une ailleurs, affaire... comme en Grande-Bretagne, par exemple, on compte encore les morts journaliers par centaines. Il y en aura toujours. Vous savez, c'est une affaire de très gros sous. Quand on entrait dans ce studio, je discutais avec le PDG de HTV et il me disait, tu sais, on peut arrêter toutes les émissions de cette télévision, mais votre émission Sport Business Africa, vous devez la tourner parce que vous devez expliquer aux gens comment est-ce que le sport... Et tout à l'heure, André vient de le dire, on parle de 55 000 emplois seulement sur la Bundesliga. Si vous multipliez, en Angleterre, c'est peut-être par 2. En France, c'est presque pareil. En Espagne et même partout en Afrique. Donc, quand on dit aujourd'hui aux gens, c'est une affaire de gros sous. Il faut rappeler que rien que la billetterie, vous prenez un club comme le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund vous fait 80 000 téléspectateurs en moyenne. Pas téléspectateurs, autant pour moi. Spectateurs en moyenne. 81 000. Chaque saison. C'est-à-dire que... en moyenne par match. En moyenne par match. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où vous pouvez avoir 100, donc les matchs 100 000, à domicile. des matchs où vous pouvez avoir moins. Mais vous êtes à 81 000. C'est de l'argent que vous avez déjà perdu au niveau de la billetterie. Vous n'allez pas vous permettre non plus de perdre également de l'argent sur les droits télé. Je le disais tout à l'heure, la France a perdu près de 250 millions sur les droits télé. Vous savez, c'est mirobolant. Peut-être pour des clubs comme le Paris Saint-Germain, Lyon, ça va, ça coule douce. Mais des clubs comme Toulouse, comme Guingamp, comme, je sais pas moi, Arles, Avignon et consorts, c'est des clubs qui ne vivent que des droits télé. Je pense que votre consort l'a expliqué tout à l'heure. Les droits télé, c'est 75% des revenus d'un club. Donc, lorsque vous prenez un cas, et au-delà de ça, il y a également une question de nation branding. Et ça, c'est très important de ce que nous parlons. C'est un domaine qui se fait remarquer le plus souvent dans le domaine du football. Quand on parle de nation branding, c'est-à-dire qu'on utilise une cause comme le football pour vendre l'image de son pays. Ouais. Est-ce que vous avez vu les records battus par la Bundesliga lors de la reprise? Tout le monde, le week-end dernier, était scotché pour voir comment ça le faisait football... longtemps, comment est-ce qu'on va pouvoir réussir ce pari? Ça veut dire 7 milliards d'êtres humains avaient tous les regards braqués sur un seul pays, l'Allemagne. Qu'il faut le dire quand même, lorsqu'on étudie un peu l'histoire de l'humanité, l'Allemagne n'a pas toujours été le pays qui jouait les bons rôles. Et donc quand vous pendant le temps d'un week-end, tous les regards sont braqués dans ce pays-là, qui, il faut le rappeler quand même, est la première puissance économique d'Europe. On n'en parle pas souvent beaucoup. Et donc, oui, l'Allemagne veut montrer, nous sommes un pays fort, nous sommes un pays puissant, nous voulons montrer aux gens que nous sommes la première puissance économique d'Europe et nous allons jouer au football. Et oui, c'est André qui le disait tout à l'heure, si les gens ne meurent pas de corona, ils vont mourir d'autre chose. Donc, d'une manière comme d'une autre, il faudrait pouvoir prendre ce risque-là et se dire, le plus important, c'est combien de personnes on va sauver. Et combien de personnes... parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le corona ce n'est pas la peste non plus quand même. Il faut le dire parce qu'on ne le rappelle pas souvent assez. Le taux de mortalité du corona est inférieur à 2% quand même. C'est-à-dire que... En fonction du nombre de contaminations. En fonction du nombre de contaminations. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez le corona que vous allez mourir. Non. Je pense qu'il y a des footballeurs même qui ont été infectés. Dybala a été infecté, Rougani... À 4 reprises. Voilà, 4 reprises. Et la plupart du temps, il a été ce qu'on appelle asymptomatique, un cas asymptomatique. Donc, pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on a contracté le corona qu'on va mourir. Par contre, si on n'est pas capable de nourrir sa famille, si on n'est pas capable de manger, si on n'est pas capable de boire, dans ce cas, on va mourir. Alors, il y en a, et des pays, et des clubs, et des championnats qui n'ont pas cette même vision, qui n'ont pas le goût du risque, et donc qui ont préféré annuler, je pense aux Pays-Bas par exemple, pour revenir à la France qui nous est plus proche. La Belgique. Pour revenir en Afrique, il y a le Cameroun qui a dit on arrête tout et le championnat est arrêté. Et maintenant, l'autre problème qui se pose, le plus gros n'est pas d'arrêter le championnat, mais comment est-ce qu'on pense la saison prochaine? Pour penser la saison prochaine, il faut bien qu'il y ait un vainqueur, qu'il y ait un second pour aller disputer les compétitions internationales. On a vu l'Éthiopie qui a dit il n'y aura pas de représentants en Champions League africaine la saison prochaine. Et donc, pas de vainqueur, la saison est tout simplement annulée. Pour le Cameroun, spécifiquement, on déclare le champion à l'issue de la 28e journée, qui est PWD de Bamenda, champion. Qu'est-ce que ça peut avoir donc comme répercussion? Comment est-ce que vous appréciez justement cette décision de la FECAFOOT? Je crois que vous connaissez déjà justement ma position quant à la décision de la FECAFOOT, qui pour moi d'abord était précoce, ça il faut le dire,
et de 2 qui n'a pas tenu compte des contingences. Parce que il faut savoir que, justement, il fallait faire un équilibre entre le manque à gagner et le risque dû à la reprise du championnat. Parce que si vous observez, la fédération a attendu juste après que la France ait décidé d'arrêter les championnats, mais a pris simplement un modèle un peu différent parce que la France a calculé sur la base d'un certain nombre de critères, mais la fédération, la fédération a dit non, ok, écoutez, PWD est champion. Ça arrange. On n'a voulu trop réfléchir parce que ça allait encore. Tout à fait. Moi, j'ai peut-être un souci. Est-ce que vraiment PWD peut nous représenter en compétition africaine? Parce qu'il ne suffit pas d'être champion. Rappelez que c'est un club qui était relégué en division inférieure et qui s'est retrouvé champion du Cameroun par la force des choses. Ok. Maintenant, sera-t-il un valable représentant du Cameroun? Ça, c'est un autre débat. Mais moi, je dis, oui, comment la reprise des championnats, nous avons le temps. Déjà, la fédération ne sait pas si on aura un vainqueur de Coupe du Cameroun parce qu'on n'est pas sûr que la compétition va se dérouler. On parle de compétition de souveraineté, donc qui ne dépend pas de la fédération. Ça dépend du chef de l'État. Ça dépend du chef de l'État. Nous ne savons pas si on aura un représentant à la Coupe de la CAF. S'il n'y a donc pas de représentant, qu'est-ce que la fédération va faire? Elle va désigner un représentant? Nous ne savons pas. Maintenant, quant à la reprise des compétitions, nous attendons à ce que d'ici octobre, on ait une reprise des compétitions. Mais comment allons-nous reprendre les compétitions? Ça, c'est une autre question parce qu'il faut dire que nous sortons d'un championnat qui n'a pas été organisé avec maestria. Ça, il faut le dire, nous pouvons rêver mieux au Cameroun. Il y a des expertises au Cameroun. Ce que nous avons vu cette saison, en termes d'organisation, en termes de gestion, vraiment, c'est une catastrophe et on ne peut pas accepter ça. Maintenant, il n'est pas simplement question d'organiser le prochain championnat, il est question de bien l'organiser. Et je vous disais dans mon propos liminaire que la fédération était traînée aux tasses. Il y a vraiment un ensemble de plaintes qui fusent de part et d'autre. Beaucoup d'acteurs se sont ligués contre cette fédération et ces acteurs ont décidé d'aller faire entendre leur voix du côté du TAS, ce qui n'est que normal. Les décisions vont tomber. Est-ce que c'est cette fédération qui va organiser le prochain championnat professionnel? Ça, c'est une interrogation. Mais je dis, cette décision pour moi d'arrêter le championnat tel que ça s'est passé, c'était une décision qui fait preuve de manque de projection, de manque vraiment de management. Là-bas, on ne sait pas ce que c'est que management. Est-ce que c'est pas trop facile pour une instance comme la Fédération camerounaise de football de dire on arrête tout, PWD est champion? Le plus dur aussi, c'est quand même qu'on vous raconte qu'un championnat qui avait la peine à se jouer à 18 clubs va désormais se jouer à 21 parce qu'il y a un club qui a pu avoir gain de cause pour revenir en première division. Et donc, les 2 clubs qui devaient monter en première division vont effectivement monter parce qu'il n'y aura pas de relégation. Et donc, on se retrouve à 21 pour un championnat, alors qu'on sort d'une crise où les clubs auront de la peine à assurer la saison prochaine. Un instant avant que Franck Ghislain ne réagisse, il faut dire que cette fédération, justement, s'était opposée à ce que le général voulait, justement, faire passer les clubs. Le général qui est le président de la Ligue. Le président de la Ligue voulait faire passer les clubs de 16 à 20 parce qu'il se disait, OK, nous attendons un certain nombre de ressources qui vont nous permettre de passer de 16 clubs à 20. La fédération s'est levée pour dire non, vraiment, au travers des clubs, parce qu'il faut dire que les clubs étaient manipulés. Mais aujourd'hui, on est surpris. Nous sortons d'une crise. Quand il faut justement baisser le nombre de clubs pour essayer, on nous dit que non, on va jouer à 21 clubs. Donc vraiment, ça, je voulais juste le rappeler. Alors, quelle serait en guise de perspective pour ce championnat? Comment ça va se passer dans votre imaginaire à 21 clubs? Ce sera possible déjà que pour l'instant à 18 on joue tous les 3 jours. Comment ça se fait à 21 désormais? Il faut dire que ce sera difficile, ce sera vraiment difficile. Et c'est ce que André disait tout à l'heure. On a un problème généralement dans le management, la gouvernance même de notre sport de manière générale. C'est qu'on n'a pas cette formule, the right people at the right place. Et quand vous n'avez pas cette formule-là, c'est très dangereux. C'est-à-dire, vous pouvez ne même pas être la bonne personne, mais vous pouvez vous entourer de bonnes personnes. Et aujourd'hui, quand on se rend compte que malheureusement, le management ou l'équipe managériale de la fédération soit n'est pas entourée de bonnes personnes, soit peut-être ne souhaiterait pas pour l'instant s'entourer de bonnes personnes. Et c'est assez dommage parce qu'il faut dire qu'un championnat comme le championnat du Cameroun, vous le jouez à 20, à 21 clubs. Même l'Angleterre qui vous génère quand même, attention, près de 2 milliards en termes de chiffre d'affaires seulement sur les droits télé, ne prend pas le risque de vous jouer un championnat à 21 clubs. Donc vous n'avez pas
même en France, même en Angleterre, même en Allemagne, nulle part. D'ailleurs, en Allemagne, c'est 18. C'est 18. Au Portugal, il faut préciser 2 milliards d'euros, parce que quand on dit 2 milliards, on peut penser que c'est en France. 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est important. 2 milliards d'euros, voilà. Donc, aux Pays-Bas, je crois qu'on est à 16 ou à 18. Donc, 18. Voilà. En Suisse, c'est beaucoup moins. En Belgique, c'est beaucoup moins. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre aujourd'hui que ce n'est pas par fantaisie qu'on décide de diminuer le nombre de clubs. C'est pour des raisons justement d'ajustement économique. Dans un pays où, on le disait tout à l'heure, vous n'avez aucune rentrée sur la billetterie, je suis désolé, vous n'avez aucune rentrée sur les droits télé. Et vraiment, petite parenthèse sur les droits télé, je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion d'en parler. Je disais, il faudrait qu'on comprenne que ce n'est pas demain la veille que les pays africains vont gagner de l'argent sur les droits télé. Peut-être on aura l'occasion un jour peut-être de faire une émission sur le cas des droits télé. Il faut dire que le modèle économique des télévisions en Afrique est que la télévision publique, par exemple, est d'utilité publique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vous exiger de payer un abonnement pour avoir cette télévision-là. D'ailleurs, la plupart des télévisions ont le même modèle. Et donc, vu que vous ne payez pas pour avoir la télévision ne peut pas également payer pour avoir des droits télé. On reviendra dessus pour dire qu'en Afrique, donc, vous n'avez pas les droits télé, vous n'avez pas les droits, vous n'avez pas le merchandising, vous n'avez pratiquement rien. Vous fonctionnez grâce aux subventions de l'État et parfois de la FIFA lorsqu'elle est de bonne humeur. Et donc, comment vous pouvez à partir de ce moment-là avoir 20 clubs dans votre championnat? C'est pratiquement impossible. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on amène justement les dirigeants du football africain à s'entourer justement d'expertise. Et c'est d'ailleurs le but de cette émission, de pouvoir conseiller justement les dirigeants du football africain et les amener à comprendre qu'aujourd'hui il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle façon de penser le football et que le football peut recruter près de 55 000 personnes lorsque l'industrie est bien structurée. En Afrique, on pourrait générer beaucoup plus parce qu'en Afrique, on a une population qui est très jeune, on a une population qui est très dynamique, qui croit au football et que 70 à 80% de la population africaine a moins de 35 ans. Vous pouvez faire confiance justement à cela. Faites simplement confiance à l'expertise et puis le reste viendra. Alors, une autre expertise dont on a eu l'occasion de découvrir il y a à peine, 2 semaines, c'est naturellement un autre Africain, le Camerounais. Et donc, vous comprenez, nous sommes en transition en MMA et c'est le focus de cette émission. Il nous reste à peine 5 minutes. Donc, on a vu Francis Ngannou remporter son combat il y a 2 semaines aux États-Unis où il n'a laissé aucune chance à son adversaire. On parle de 20 secondes, mais je pense que c'était 17 secondes. Ouais. Le Camerounais a terrassé le Surinamien Jairzinho Rozenstruik en 17 secondes. Donc, c'est sa 4e victoire consécutive en combat par KO dès le premier round. Quel est l'impact de cette victoire? Quel peut être donc l'impact de cette victoire sur le développement de cette discipline en Afrique? On en parle juste après cet élément signé Marina Nkorvina. À huis clos, le champion camerounais de MMA Mixed Martial Arts Francis Ngannou se tient sur les feux de la rampe ce samedi 9 mai pour affronter Jairzinho Rozenstruik à l'intérieur du Vista Veteran Memorial Arena de Jacksonville, en Floride, aux États-Unis. C'est dans le cadre de l'avant-dernier tour de l'Ultimate Fighting Championship que le challenger unique du titre des poids lourds dans cette coupe des poids va disputer ce combat très attendu. Reporté à plusieurs reprises, le choc entre ces deux cogneurs mettra fin à de longs mois d'anticipation. Originalement prévu le 28 mars, ce dernier a été décalé le 18 avril, puis le 9 mai, en raison du Covid-19 qui impose à tous un nouveau style de vie. Le lion indomptable de MMA a rendez-vous avec l'histoire. En cas de victoire, ce combat lui permettrait de se rapprocher concrètement de son but, remporter le titre de sa division. Surnommé le Prédateur, le natif des hauts plateaux dans la région de l'Ouest Cameroun a remporté ses 3 derniers combats en moins de 80 secondes. Plusieurs ramifications ont été mises en scène par son équipe pour lui rassurer une victoire certaine. Comptant sur son expérience en mixed martial arts, ce dernier ne sous-estime pas son adversaire qui est inexpérimenté en MMA mais qui a cependant des connaissances de près de 90 combats de kickboxing professionnels sur lesquels il va s'appuyer. Âgé de 32 ans, Jairzinho a obtenu 2 KO dans la première minute d'un combat depuis son entrée à l'Ultimate Fighting Championship et n'a jamais connu de défaite en 10 combats professionnels. Un gros morceau dur à croquer pour le représentant du vert rouge jaune des poids lourds de MMA. Lorsqu'il sera 3 heures au Cameroun, le lion indomptable essaiera de dompter son vis-à-vis pour une première place de choix dans sa division après 11 mois d'absence. Alors, moi personnellement, Francis Languéné, lorsque je dois passer une nuit blanche
pour attendre un combat et que le temps que j'aille prendre de l'eau pour me rafraîchir, regarder le combat, que je reviens, il est terminé. J'ai envie de dire, Francis, arrête de te moquer de nous quand même. Ouais, c'est vrai que... C'est vrai que ça fait la une d'un sportif africain, mais quand même. Oui, il faut dire que le MMA, le Mixed Martial Art, est aujourd'hui l'un des sports les plus en vue. Parce que quand on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un sport qui génère énormément d'argent, bien plus que la boxe. Ça, les gens ne le savent pas parce que le MMA est passé véritablement en termes... Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de sponsors qui sont intéressés au projet. L'UFC aujourd'hui, c'est le must. Vous avez des gros sponsors comme Monster et consorts. Donc du coup, ça génère incroyablement. Malheureusement, Covid oblige, la salle il a dû combattre à huis clos. Mais généralement, ça vous remplit des salles et les billets coûtent énormément cher. Et réaliser ce type d'exploit, c'est énorme. Il faut dire quand même qu'il n'est pas seul. Vous avez Cédric Doumbé qui fait de belles impressions aussi. Vous avez Samuel Billon qui est également pas mal, qui vit du côté de l'Italie. Vous avez d'autres Africains très connus, par exemple comme Zach Mwekassa, qu'on connaît beaucoup plus dans le développement personnel. Que je sais pas si... Il y a aussi le boxeur là. Voilà, tout à fait. Je crois qu'il avait signé avec la France. Je crois que c'est Chinda. Voilà. Donc vous en avez comme ça, qui se reconvertissent. Parce que vous prenez la plupart, par exemple, Zach Mwekassa, qui est congolais, lui, il a commencé par exemple dans la boxe. Pareil pour Cédric Doumbé, il a commencé par la boxe et il s'est reconverti dans le mixed martial art. Parce qu'il faut dire que le mixed martial art, c'est un mélange de boxe, de catch, de plusieurs arts martiaux, de lutte, de taekwondo. Donc du coup, ça demande énormément en termes de maîtrise qu'un Camerounais parti du Cameroun, parti comme l'a dit tout à l'heure Marina, de ses terres natales, des hauts plateaux du Cameroun pour aller de l'Ouest Cameroun. De l'Ouest Cameroun pour aller conquérir le monde. Et je ressors par là, derrière ce qu'il fait, il y a un gros projet de nation branding. Et ça vraiment, c'est pour moi, après Samuel Eto'o, c'est l'un des projets de nation branding les plus aboutis. Lorsqu'il vient pour la peser, il est toujours habillé en tenue traditionnelle du Cameroun. D'ailleurs, pour ceux qui ont remarqué, tu n'as pas pu voir le combat parce que ce n'était que 17 secondes. Bon, mais si tu voyais la fin, tu vois que son dentier, c'est le drapeau du Cameroun, le dentier. C'est incroyable, c'est-à-dire que comment on arrive à ce que le dentier d'un boxeur, d'un lutteur soit le drapeau de son pays. Il travaille véritablement ce nation branding à tous les niveaux. Le drapeau du Cameroun, c'est pratiquement son amulette et on voit depuis 4 combats, c'est juste le meilleur au monde. Et d'ailleurs, il y a Conor McGregor, et je ressors par là, qui est aujourd'hui vraiment le plus connu dans le milieu de l'UFC. Conor McGregor, qui est un Écossais, qui a révélé dernièrement que ça l'intéresserait bien d'affronter Francis. Mais sachant que Conor vient de la retraite, je pense que Francis pourrait quand même lui donner 1 ou 2. Donc du coup, oui, il y a un projet et cette discipline doit être développée en Afrique parce que, je le disais tout à l'heure, ceux qui brillent le plus actuellement dans cette discipline sont soit des Noirs, comme le Surinaméen, qui, il faut rappeler, quand même 10 combats, 10 victoires. Parce que quand on dit qu'il a battu Rosenstruik, tout le monde dit ouais, mais Rosenstruik, c'était 10 combats, 10 victoires. Et là, vous dites, il y a les Noirs qui s'en sortent de là, et puis les Africains également qui font déjà leur nid dedans. Oui, le MMA en Afrique, ça peut être peut-être la prochaine discipline après le football. Alors, quand on regarde le parcours de Francis Ngannou, parti du Cameroun par voie véritablement illégale, parce que c'était un immigré qui se retrouve en France et qui se frotte justement au monde professionnel par l'entremise de son patron, parce qu'il était plongeur. Il faut qu'on revienne sur son histoire. Et qu'on le regarde aujourd'hui au plus haut cime de ce sport, comment est-ce que le Cameroun fait pour capitaliser justement sur lui et pour capitaliser tout simplement? Oui, mais je crois qu'il a la même histoire que Samuel Eto'o. Ça, il faut le dire. Samuel Eto'o allait faire des essais en France. Il s'est retrouvé avec un visa qui était expiré. Il a squatté chez sa grande sœur. Il racontait qu'il regardait la France par la fenêtre. Il a dû revenir au Cameroun avant d'aller maintenant au centre de formation de Barcelone. Le Real Madrid. Du Real Madrid, autant pour moi. Il faut dire qu'il y a des personnes qui y croient. Il y a des personnes qui s'accrochent fortement à leur destinée. Elles sont prêtes à braver tout ce qu'il y aura comme difficulté pour arriver au sommet. Et puisque nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, nous avons la Bible comme repère, la Bible nous renseigne que Dieu bénit les mains qui travaillent. Alors, ne pensez pas que le travail, c'est seulement élaborer le sol. Avoir le courage d'aller en France par route. Beaucoup meurent.
Mais pourquoi lui, il a été justement sauvé? C'est parce qu'il a une destinée, c'est parce qu'il a quelque chose, un but ultime à atteindre. C'est justement mettre le Cameroun là où il est. Maintenant, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est comment on va capitaliser sur son exploit. C'est la plus grosse interrogation. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps justement de récupérer cet exploit pour développer l'industrie, exactement. Justement. Surtout que les arts martiaux sont pratiqués au Cameroun. Malheureusement, enfin, Islam parlait de gouvernance, de sport. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas innover. Les gens ne peuvent pas s'asseoir et dire, mais comment nous allons bâtir, construire une nation forte à partir du sport? Qu'est-ce qu'on va faire? Dès qu'il y a quelqu'un comme celui-là qui se révèle au monde entier, on court rapidement. Moi, j'étais très mal de voir que Pascal Siakam, c'est parce qu'il est venu au Cameroun qu'il est invité par le ministre des Sports. Ouais. Et ce gars vous dit... Ça, c'est comme le basketteur, ouais. Il vous dit non. Écoutez, je suis venu avec un programme déjà bien défini. J'ai pas beaucoup de temps pour en plus, il y a une assurance qui a été souscrite. Je ne dois pas me déplacer n'importe comment. J'ai une grosse team avec moi. Y compris son président. Y compris son président. Et son coach. Voilà. Donc, moi, je dis, il faut anticiper. Il faut créer un nouveau paradigme de dirigeant de sport pour que ça décolle. Parce qu'avec ça, on ne pourra pas. Voilà un monsieur qui va faire ce qu'il a fait. Et puis, écoutez, c'est pas trop le buzz chez nous, c'est le buzz ailleurs. Ouais. Moi, je me serais attendu que le ministre fasse comme il fait pour les autres, une correspondance à son endroit. Félicitations. Écouter, félicitations. La nation est fière de ce que vous venez d'accomplir. Écoutez, nous comptons sur vous, sur votre expérience, justement, pour booster, développer l'industrie au niveau local, et ainsi de suite. Mais malheureusement, ça ne suit pas. Nous sommes fiers de ce Camerounais parce que nous savons, ou alors nous sommes sur ses traces. On se dit, on va arriver au sommet justement en travaillant, en innovant. Et surtout, ça, c'est important de le relever en ayant de la foi. Merci en tout cas à vous deux. Merci à Francis Languéné, merci à André Onana d'être passé sur ce plateau. On n'a plus beaucoup de temps pour le quiz. On a déjà empiété sur le temps de Christian. Merci à vous de nous avoir regardés pour cette rentrée. C'est vrai que ça a été un peu morose, mais on s'en sort quand même plutôt pas mal. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre édition de Sport Business Africa. Portez-vous très bien et surtout, restez chez vous si vous n'avez rien à faire de très urgent dehors. Au revoir.